Bonsoir, nous allons parler aujourd'hui de l'emploi qui reste une des préoccupations majeures de cette période post-Covid. Les nouvelles technologies nous ont offert, comme vous le savez tous, énormément d'avantages durant cette crise sanitaire. La proximité virtuelle avec la famille et les proches, une continuité professionnelle grâce au contact permanent avec ses collègues du travail, les services de manière globale aussi, achats, livraison, consommation et les innombrables facilités de la vie que nous connaissons tous. Ces nouvelles technologies qui sont en train de changer tout simplement le monde de l'emploi, aussi bien les habitudes que la perception elle-même. On estime d'ailleurs que plus de 50% des métiers qu'on verra dans 20 ans n'existent pas au jour d'aujourd'hui. C'est tout vous dire l'évolution considérable qui nous attend. De nouveaux profils seront également leur apparition, des autodidactes de plus en plus présents, peut-être, avec tous les moyens de formation moderne et de e-learning. Le statut d'informaticien aussi, le statut d'informaticien sera-t-il toujours aussi important? Nous poserons la question justement à nos invités. Révolution numérique dans l'emploi, transformation digitale, certains même parlent de bouleversement. Ce ne sont pas les qualificatifs qui manquent. L'émission de ce soir est intitulée « Métiers dans l'IT, l'avenir ». Bienvenue dans Insight. Mes invités sont Hashmi Ben Ali, directeur général de CM Consulting. Bonsoir Hashmi Ben Ali. Merci pour l'invitation. C'est à nous de vous remercier. Louay Jaffer, directeur général d'Emploitic. Bonsoir. Bonsoir Louay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nordine Azouz, directeur de rédaction de Reporter, comme tous les mercredis, notre consultant. Nordine, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Alors messieurs, les métiers de l'IT évoluent très vite. On donnait ce chiffre à l'instant, plus de la moitié des métiers qu'on verra dans 2 décennies. Aujourd'hui, il n'existe pas. Cette tendance aujourd'hui, est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce qu'elle vous conforte? Quel est au juste votre sentiment, Hashmi Ben Ali? En fait, elle ne nous fait pas peur plus qu'elle nous conforte. En fait, elle nous déstabilise sur certains égards. En fait, on doit s'adapter. En fait, on le vit quotidiennement, soit dans notre vie professionnelle, soit dans notre vie personnelle et privée. Nos enfants se transforment aujourd'hui avec des smartphones, la famille, les contacts avec le monde. La pandémie, elle a accéléré un petit peu ce changement, voire ce truc-là. Mais moi, derrière, ces métiers-là évoluent. En fait, le service lui-même qui évolue, qu'on donne aux consommateurs ou voire aux entreprises. Et derrière, il y a toute une armada d'industries, de logiciels et de high-tech qui travaillent pour offrir ces services-là à ces entreprises. Donc on va dire mitigé. Exactement. D'accord. Il y a certains métiers qui vont rester, ils ne vont pas disparaître. Il y a d'autres qui vont disparaître, voire ils vont évoluer tout en étant liés à la technologie. Il y a aujourd'hui certaines entreprises, certains secteurs, je prends les banques par exemple. Si vous éteignez leur système, ils ne peuvent pas travailler. Et j'en passe, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de secteurs comme ça. S'il n'y a pas il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas d'outils, ils ne peuvent pas travailler, sinon ils vont être bloqués. Donc le changement est de taille. Donc chaque entreprise aujourd'hui doit s'équiper, doit avoir d'ailleurs vous avez parlé d'informaticiens tout à l'heure, qui vont faire fonctionner tous ces outils. Très bien. Voilà, donc de plus en plus aujourd'hui, l'IT en général, il est un peu élevé en haut dans la hiérarchie de l'entreprise. Ça devient stratégique pour certaines entreprises. Louay, réconforté, terrifié? Franchement, les deux sentiments en même temps. D'abord réconforté par tout le progrès que ça peut amener. Aujourd'hui, Hashmi l'a abordé, le fait de se connecter au monde, d'avoir du travail plus flexible ou du service à la personne ou à l'entreprise. Ça, sur cette partie-là, ça réconforte parce que ça amène du progrès. Mais en même temps, ce progrès-là amène d'autres problématiques comme la sécurité des données personnelles, comme la séparation de la sphère privée publique,
Et donc, le progrès amène avec lui en même temps des risques. Et donc, c'est pour ça que je dirais, voilà, moi, je vois que c'est plutôt positif si on arrive à réguler toutes ces avancées technologiques. D'accord. Allez, votre avis, Nourdine, aujourd'hui, comment on peut se placer vis-à-vis de cette tendance? J'allais dire, comme on avait presque tranché, en fait, il s'agit ni d'avoir peur, ni d'avoir des frayeurs et encore du plaisir. Il s'agit de reprendre un petit peu la formule que lançaient les prospectivistes qui avaient imaginé ce que nous vivons aujourd'hui à la fin des années 60, notamment américains, c'est s'adapter ou périr, en fait, c'est ça. Donc nous sommes aujourd'hui en situation où tous les opérateurs, et en particulier les opérateurs économiques, parce que c'est eux qui font marcher le monde aujourd'hui et nos sociétés, ils sont dans la situation de s'adapter à quelque chose qui était en devenir, qui est aujourd'hui une réalité et qui va encore nous bousculer davantage avec des articulations qu'on n'imaginait même pas. Donc ces opérateurs-là, nous autres aussi, on est dans une situation de ou s'adapter, ou alors périr. Peut-être que la formule est un petit peu radicale, mais en fait, elle résume aujourd'hui le contexte que nous vivons aujourd'hui. Il y a un bouleversement total et en profondeur et du marché de l'emploi et de la manière dont les sociétés fonctionnent aujourd'hui, et même dans nos relations. Donc, ni peur, ni frayeur, mais s'adapter. S'adapter comment? En se préparant, par la formation. Je parle des sociétés comme les nôtres, parce que nous sommes dans une situation de première émergence, si le terme m'est permis. Donc, par la formation, par un investissement dans les institutions que sont l'enseignement supérieur, les laboratoires de recherche, les universités, mais aussi les opérateurs aussi qui sont dans ce domaine-là. C'est aussi par trouver les moyens de performer cet écosystème qui est en train de balbutier aujourd'hui. Chez nous, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, Ahmed. Et regarder ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire sous nos yeux aujourd'hui. Très bien. Voilà. Notons la formation et certainement c'est un point sur lequel nous allons revenir. Hachmi Ben Ali, vous parliez justement de ce profil d'informaticien. On se rappelle il y a quelques années, succès fou, débouché garanti, trouver un job rapidement pour un informaticien fraîchement diplômé. Alors, est-ce que ce métier a tendance à aujourd'hui être toujours aussi indispensable? Est-ce que le profil d'informaticien a toujours autant de succès? Je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informaticiens qui sont brillants dans ce domaine et qui n'ont pas fait sa spécialité. En fait, moi, je pense plus que jamais indispensable. Absolument. Parce que le bouleversement qu'on vit ne peut être accompagné qu'avec cette génération d'informaticiens qui vont accompagner ce changement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, quand j'ai une application aujourd'hui, je prends l'exemple des applications qu'on a en Algérie, je prends Yassir, je prends Temtem, je prends ceci. Derrière, il y a une armada d'ingénieurs et d'informaticiens dans le réseau, dans le hard, dans la sécurité, dans l'intelligence artificielle, dans ces trucs et tout. Et nous, moi, personnellement, en tant que citoyen consommateur, je suis content de faire comme ça, de chercher en voiture. Ça m'arrive, j'ai une voiture, mais quand je me déplace avec les bouchons et tout, je préfère prendre Yassir, je ne prends pas ma voiture. Donc, c'est de la serviction. Donc, derrière, par contre, on a ce qu'on appelle une pression sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas se leurrer, notre université ne forme pas assez pour répondre au marché. Même si elle forme malheureusement une partie, elle part. Il n'y a pas que le problème des médecins qu'on a, sur lequel il y a 2-3 semaines, on a eu pas mal d'articles sur les journaux. Nous aussi, on vit ce problème. On le vit. Moi, je suis opérateur dans le domaine. J'ai une 50aine d'entreprises. On a peine à recruter. 50aine d'employés. D'employés, pardon. D'employés. Ah, ça serait pas mal. Ah oui, ça serait super. Mais sinon, après, c'est 50aine de soucis aussi. Il faut gérer une. Donc, il y a un besoin constant de renouveler en fonction de l'évolution de marché. Et sur le marché, on ne trouve pas. On ne trouve pas pour diverses raisons. Soit l'entreprise, plutôt l'université algérienne ne forme pas assez, voire ce qu'elle forme, une partie, elle part. Donc, il n'y a pas beaucoup qui restent ici. Mais moi, je dis, quand j'ai vécu à l'étranger les vagues de numérisation, on n'en est pas encore. Hein. On est pratiquement en balbutiement. Le jour où elle va arriver, cette vague-là, elle va nous emporter. Parce qu'on ne sera pas prêt. Ni en termes de formation, ni en termes de l'adaptation des contenus de programmes dans les universités, voire la formation professionnelle. Moi, j'ai vécu dans des expériences où il y avait des conversions des biologistes, des gens qui ont fait sociologie, qui étaient tous dans le chômage, ils sont partis pour des formations moyenne durée pour aller répondre à des besoins
en fait, de numérisation des entreprises. Mhm. Et aujourd'hui, quand vous avez vous êtes voisin de l'Europe, on est le sud de l'Europe, vous avez un pays comme la France qui a un déficit de 80 000, l'Allemagne qui a la même chose, l'Angleterre qui a la même chose. Vous ne pouvez pas faire face. Moi, en tant que petite entreprise dans mon coin, je ne pourrais jamais faire face. Et on continue à... Et vous n'êtes pas le seul. Je ne suis pas le seul, oui. Alors, c'est le cas de toutes les entreprises, je pense. Loïc Jaffer, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez comprendre ce cri de détresse Je le comprends et je le vis Voilà. en tant qu'opérateur aussi. Non, d'abord, pour dire que oui, tous les métiers de la tech en général, on le vend en poupe, et le Hashmi l'a bien montré avec des chiffres, c'est la ressource qui est la plus rare aujourd'hui, c'est le métier où toutes les entreprises partout dans le monde ont du mal à recruter. Donc ça, c'est clair. Donc, ça concerne tout le monde. Donc voilà, on peut. Moi, je peux témoigner avec des chiffres sur Emploitic. Les entreprises mettent 2 fois plus de temps à recruter un informaticien qu'un autre métier. Donc c'est très très dur. Par contre, moi, si tu permets, là, je peux voir aussi le verre à moitié plein. C'est que démographiquement, aujourd'hui, en Algérie, et le fait de notre indicateur de développement humain qui est bon, si on met dans son contexte régional, on a une population jeune qui est formée, donc qui va à l'université et qui est en quantité. Sauf qu'il nous en manque beaucoup dans l'informatique et les métiers de la tech. Et je pense qu'une orientation vers ces métiers-là pourrait répondre non seulement à un besoin local, mais aussi à un besoin international. Et la création d'emplois serait vraiment énorme, parce qu'il se trouve qu'on est dans un fuseau horaire extraordinaire en face d'un continent qui en a besoin grandement. Donc, c'est un challenge aujourd'hui, c'est vrai, pour nos entreprises, mais ça pourrait être aussi une opportunité si on met les conditions. Mais aujourd'hui, face à cette cadence d'un continent comme l'Europe qui est juste en face de nous, qui est énergivore, j'ai envie de dire, en matière de... Voilà, c'est pas évident d'y faire face, c'est un peu le souci de l'Hashmi. En fait, nous, en tant qu'opérateurs, petit qu'on soit, on ne peut pas. On n'a pas les moyens, ni l'ambition, ni notre mission. Ce n'est pas notre mission. Ça, c'est une mission macro, c'est une mission de l'État. Ce n'est pas notre mission. Donc, il faudra peut-être revoir, voire compléter. La qualité, quand je parle de qualité d'ingénieurs, on a d'excellents ingénieurs qui nous arrivent. Il ne faut pas se leurrer, ils sont très bien, ils sont efficaces, ils sont engagés. Mais malheureusement, en face, vous avez des nations qui mettent en place des stratégies d'attractivité. Ils ne nous laissent rien. Nous, personnellement, ils ne nous laissent rien. Donc, le travail, en fait, c'est un travail de stratégie globale sur lequel il faut que les autorités ou que les pouvoirs publics travaillent. En même temps, de notre côté, si on veut avoir de l'expertise, si on veut exporter, parce que après, derrière, c'est de travailler sur ça. Si on n'a pas un marché dynamique, le nôtre, on ne peut pas se développer. Si on a des entreprises aujourd'hui, je prends un exemple simple, dans mon secteur, je travaille sur un produit qui est leader du marché mondial, donc celui qui vient travailler chez moi, ou chez des entreprises comme moi, Vous êtes dans les ERP. Les ERP, sans citer de nom. Ils ont une carte visite internationale. Quand vous avez la plus grosse entreprise en Algérie, sans citer de nom, qui va confier ce projet-là à une entreprise étrangère, comment voulez-vous créer de la compétence dans le pays, créer de l'expertise et espérer derrière éventuellement à faire de l'export ou à faire... C'est vrai que les DSI, moi c'est un appel que je fais à ces DSI-là, qui disent qu'on n'a pas de compétences en Algérie, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Ils peuvent avoir raison sur un aspect. Un aspect dans un certain angle. Mais de l'autre côté, si ces entreprises-là ne jouent pas un rôle citoyen de nous accompagner, nous, d'aller dans des projets pareils, de travailler avec des groupements, avec de l'expertise qu'on peut importer comme eux, ils l'importent. Par contre, nous, de notre côté, elle va rester ici. Elle va rester, elle va être fructifiée. Donc, on va encore faire d'autres projets parce que le chantier est vaste. On n'est qu'au début, on est au début de la numérisation. Il y a du secteur public, il y a des entreprises privées et publiques, ainsi de suite. Donc l'entreprise elle-même toute seule ne peut pas faire. Donc il faudra peut-être une stratégie globale dans laquelle l'État en fait travaille s'implique plus. S'implique plus. Loïc, rapidement. Je me permets juste pour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de départs d'informaticiens, mais j'aimerais juste dédramatiser la situation. Parce qu'il faudrait toujours nous placer dans notre contexte. Il y a 1 an et demi, on a participé à une grande étude internationale sur plus de 200 000 salariés dans le monde.
Et vous savez, une personne sur deux dans le monde pense à la mobilité internationale. International, oui. Une sur deux. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau, et encore moins qui concerne juste l'Algérie. Et bien sûr, quand on voit sur notre pays, c'est pas une sur deux, c'est 8 sur 10. Mais bien sûr, on a tendance à... On parle de mobilité internationale. Oui, hein. c'est qu'ils pensent à la mobilité internationale. Donc on a tendance à nous alarmer, mais si on se compare avec nos voisins immédiats, ils sont sur des taux qui sont plus autour de 9 sur 10, plus élevés. Et si on va vers l'Afrique subsaharienne, encore plus élevés. Si on va vers la région donc, plus à l'est, plus à l'est, Libye, Égypte et puis le Moyen-Orient, c'est encore plus élevé. Donc on a tendance à nous alarmer, mais finalement, la situation que nous vivons, c'est la majorité des pays de la planète qui la vivent. Parce que les pays développés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc c'est moins d'un quart, hein, je pense, voire beaucoup moins. Et leur avantage, pour eux, leur avantage, c'est d'être capable de perdre des talents, mais d'attirer de nouveaux. Et donc, c'est ce que tu disais, cette dynamique du marché, c'est ça ce qui crée les richesses des pays. Donc, il y a des allées, des départs, les gens se mélangent, la compétence se crée et se transfère. Vous voulez dire que dans les pays développés, quand ces compétences partent, elles sont aussitôt remplacées. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous, exactement. Voilà. Et c'est sur cette question que le Hachmi s'inquiète. Et il a tout à fait le droit. Exactement. N'est-ce pas? Nordine? Oui, mais alors pour déconstruire rapidement la question que tu viens de soumettre, oui, l'informatique est un métier incontournable aujourd'hui. Oui, l'informatique est créateur par excellence d'emplois. Il y en a même qui fixent des seuils de 2030-2040 parce qu'après, l'informatique en lui-même va générer d'autres formes aujourd'hui de travail. Pour ce qui nous concerne, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Louaï sur le fait de ne pas dédramatiser. Moi je me souviens d'un débat, fin des années 90, où on avait avancé, des gens sérieux, avaient avancé un chiffre terrible déjà à l'époque. On parlait de 300 000 départs chez les informaticiens entre 92 et 98. Donc vous imaginez un petit peu. Depuis, il y a un indicateur qu'il va falloir vérifier aussi, qui nous dit qu'il y a 80 à 85% d'informaticiens qui sont partis ou qui sont sur le départ. Donc, c'est réellement une discipline qui est sollicitée. Tout à l'heure, on a parlé de pompage et de siphonnage. Je crois que ce sont des termes tout à fait exacts. Maintenant, la question, c'est comment retenir. C'est pour ça que, tout à l'heure, on a parlé d'écosystème. C'est là où ça pose réellement problème. Il va falloir en fait travailler sur les tendances qui sont en train d'émerger aujourd'hui. On peut en citer 2 ou 3. L'accélération et l'encouragement des startups et des opérateurs qui travaillent sur le numérique et sur l'informatique. Essayer d'alléger un petit peu le cadre législatif et juridique dans lequel ils travaillent. Il y a eu une initiative très intéressante. Rappelez-vous le débat qu'on a eu sur la politique d'échange. Il y a un assouplissement vis-à-vis des opérateurs là. Et ça peut être quelque chose de très intéressant qui peut à la fois fixer nos compétences chez nous sur le sol algérien, mais aussi créer, ça sera un paradoxe, mais c'est comme ça, créer une forme de mobilité, mais ici à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un développeur et que vous développez des compétences et que vous avez en face un client ou un opérateur qui veut vous acheter vos services, etc., vous pouvez le faire à partir d'ici sans que cela bouge. Donc voilà. Caractère incontournable du métier d'informaticien, il n'y a pas de souci. Nécessité de la formation, parce que lui-même, c'est une formation qui évolue. Continue. Et là, voilà, je parle sous le contrôle de vos invités. Et puis, il va falloir continuer sur cette tendance-là. Je pense que c'est une question que tu vas poser au fur et à mesure de la discussion avec nos invités. Il va falloir accélérer les tendances qui sont en train d'émerger et ne pas tergiverser, parce que c'est très, très important. Je vous ai juste années précisé. 90. Non, les 300 000 qui sont partis, s'ils étaient restés, ils ne seraient pas employables. C'est ça, en fait, c'est sain, c'est naturel. Moi, quand je dis dédramatiser, je ne dis pas que ce n'est pas grave. Je dis que c'est le même cas dans tous les pays émergents. Et donc, nous, à la limite, on ne peut pas faire de la compétition aux pays européens. Honnêtement, c'est impossible. Par contre, nos voisins immédiats, si. Attirer les compétences d'Afrique subsaharienne, si, on est capable. On l'a fait par le passé, dans les années 90, justement, et avant. On le fait moins maintenant. Et c'est quelque chose c'est une tendance qu'il faudra remettre sur la table. Être capable d'attirer et de laisser les gens partir, ceux qui veulent partir. Enfin, en fait, parmi les tendances, pardon, juste, vous avez les trois cités, les trois
vous avez citées, bien sûr, sont tout à fait louables et positives. Moi, je rajoute une qui, pour moi, qui vient en socle pour tous, c'est le niveau de vie. C'est que si une personne de l'extérieur vient, le cadre de vie, exactement, il faut qu'elle puisse vivre convenablement. D'accord, Lachmi? En fait, moi, je pense déjà avant de penser à aller faire venir des gens. Comment peut-on retenir cela? Moi, je pense pour retenir cela, il y a une seule chose, parce qu'on les voit en fait avec les analyses et tout. Celui qui sort de l'école aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a celui qui est déjà fixé, il veut aller continuer ses études, après espérer trouver un emploi en Europe et tout. C'est légitime, c'est normal. Il y a d'autres qui s'insèrent dans la société. Dans la société, dans le travail. Sauf que quand ils arrivent, soit il est embauché dans des entreprises directement, soit dans des administrations publiques, soit dans les nôtres. Dans les nôtres, normalement, on est comment dirais-je, des acteurs qui doivent porter cette révolution du numérique. Mais si cette révolution n'est pas lâchée, n'est pas sur le marché, on ne peut rien faire et on ne peut pas retenir, on ne peut pas payer, on ne peut rien faire. Le marché est petit. Voilà, c'est ça, le drame, il est là. Donc on forme, l'Algérie, elle forme, très bien, il y a de la qualité, avec des coûts de milliards, sauf qu'ils profitent à d'autres. Ils ne profitent pas pour nous, pour nos entreprises. Alors qu'on a un grand chantier qui arrive. Ce chantier-là n'arrive pas à sortir, donc il n'est pas sur le marché. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, le profil évolue très vite. On a parlé de ces passionnés de nouvelles technologies qui arrivent à vite trouver du travail, parce qu'ils sont assez flexibles, assez légers sur plein d'aspects. Spécialistes cloud, développeurs logiciels, les profils changent énormément, experts en cybersécurité aussi. Dans vos entreprises respectives, vous avez une idée à peu près du profil qui sera très à la mode dans le proche avenir, hein, vraiment dans les quelques années qui viennent? Oui. Je te laisse. C'est une question compliquée. Très compliquée. C'est une question compliquée, mais moi, si tu permets, parce qu'en fait, l'intérêt des technologies, c'est qu'elles ont un caractère transversal. Et comme ça a été mentionné tout à l'heure, les technologies vont impacter tous les métiers. Et si dans les précédentes révolutions industrielles, c'était principalement des métiers à faible qualification qui étaient touchés, dans l'avenir, c'est des métiers qualifiés qui vont être touchés. Je ne dis pas qu'ils vont disparaître, mais qui vont être impactés. Donc, en réalité, cette révolution, Ahmed, elle touche deux choses. D'abord, le savoir. Il faut tout le temps le mettre à jour. Parce que de nouvelles technologies arrivent, de nouvelles industries arrivent. Et à la limite, qu'est-ce qu'on ne peut pas se préparer à ça? Il faut se préparer en étant en apprentissage permanent. Par contre, il y a d'autres types de compétences que moi je remarque dans l'exercice de mon job et que les entreprises cherchent, c'est les savoir-être. Et les savoir-être, c'est intrinsèque, c'est propre à l'humain. Ils ne sont pas très impactés par les nouvelles technologies. Je dis pas très parce qu'il n'y a pas eu d'études. En réalité, les entreprises dans le monde de demain, face à l'intelligence artificielle, voudront des gens plus créatifs, qui savent travailler ensemble, qui savent résoudre des problèmes complexes. Et ça, l'avantage, la bonne nouvelle, c'est que comme ce n'est pas impacté par les nouvelles technologies, quand une personne fait cette acquisition ou les développe, elle les a pour tout le temps. Donc finalement, c'est à mon avis, c'est les compétences de base qui permettent après aux personnes de s'adapter. Mais je ne rentre pas, donc du coup, je n'ai pas répondu à la question, parce que je ne peux pas anticiper l'avenir, honnêtement. Si demain, on lance des projets de digitalisation de grande ampleur en Algérie, on aura besoin de développeurs, de personnes spécialisées dans le cloud, dans la cybersécurité. Dans le design, dans l'intelligence artificielle, machine learning, tout ça. Si on lance des projets principalement dans les finances, c'est un autre type de profil. Donc c'est pour ça qu'on ne connaît pas. Donc, tout dépend des stratégies macro de l'État dans tel ou tel domaine d'activité. Mais d'un point de vue mondial, oui, les métiers que tu as cités, donc le cloud, l'intelligence artificielle, les data scientists. Donc, c'est les métiers les plus... Machine learning et tout ça, c'est très demandé. Très bien. Et pour Lachmi Ben Ali? En fait, je rejoins ce qu'a dit Louay. Les soft skills sont la base. Mais c'est vrai, après les autres métiers, je parle de la sécurité, du cloud, de l'intelligence artificielle, du machine learning. Tous ces aspects-là, aujourd'hui, nous, on y travaille, hein, donc en fonction des demandes qui nous viennent des entreprises. Donc, on a toujours ces touches-là. Il y a des collaborateurs qui travaillent sur... telle ou telle solution. On a aujourd'hui la tendance à aller dans le web, aller dans le mobile. Donc, tu as besoin des développeurs dans ce sens. Tu as aussi besoin de quelqu'un qui fait du design, un design qui fasse un écran qui est beau, qui est attractif. Donc on a ce qu'on appelle l'expérience utilisateur de l'autre côté pour améliorer l'attractivité
de ton site, de ton application et ainsi de suite. Alors, question que je pose, même si aussi elle est difficile à répondre, et je vous concède ceci, Jafar Louay, vous parlez d'intelligence artificielle, on parle d'avenir, on parle justement de ces services qui évoluent à vitesse grand V. Est-ce que l'élément humain disparaîtra au profit de la machine? C'est une question existentielle, vous allez me dire, philosophique, mais bon, on peut avoir au moins quelques éléments de réponse. Il peut y avoir cette crainte, mais honnêtement, j'y crois absolument pas. Je pense qu'au contraire, il sera renforcé par justement ce que tu disais, les soft skills. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un article très intéressant. Qu'est-ce qu'on devrait enseigner à nos enfants pour les préparer au futur? Finalement, c'est les fondamentaux, l'art, l'histoire, les maths et tout le reste. En fait, ils peuvent l'apprendre avec le temps. Donc, j'ai encore une fois pas répondu complètement à ta question, mais c'est comme ça que je vois les choses. Très bien, c'est la deuxième fois que vous ne répondez pas aux questions. J'espère que vous allez répondre pour le reste. Je complète. Il bifurque bien, Jafar Louay. Je complète avec l'analyse, la critique et le sens de contradiction qu'un ingénieur ou qu'un collaborateur peut avoir. Aujourd'hui, la plupart de nos équipes en disposent et ils excellent dans ça. Après, il y a les techniques, que ce soit l'intelligence artificielle ou le machine learning et tout, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent pour rendre plus agréable l'expérience utilisateur de l'autre côté. Mais sinon, là-bas, c'est l'être humain. Et voilà. C'est ça. Donc, il va pas disparaître, exactement. Voilà. Non, pour revenir aux questions qui ont été posées auparavant, sur l'impact. C'est vrai qu'il y aura destruction d'emplois, il ne faut pas discuter là-dessus, mais il n'y aura pas disparition totale de l'élément humain. Ça, toujours dans une usine, ou dans un laboratoire, ou dans ne sais quelle structure d'activité, il y aura toujours l'élément humain. Mais, attention, on revient aussi à la nécessité d'avoir une politique, une stratégie. Parce que c'est vrai que l'élément humain ne disparaîtra pas, mais encore faut-il le préparer. C'est-à-dire, et là, il va falloir réfléchir en termes de logiciels. Tout le logiciel que nous avons aujourd'hui pour former nos jeunes gens, et les élites, et les cadres, et les ouvriers, que sais-je encore du futur, c'est-à-dire de l'école primaire, voire de la crèche, jusqu'à l'enseignement supérieur, il faut absolument le revoir, hein, parce que ça ne va pas être le même comportement que l'ouvrier du début du XXe siècle dans l'usine, ça ne va pas être le même comportement que l'employé de bureau aujourd'hui, en 2022, face à son administration ou dans son administration. Tout ça va changer. Et si tout cela va changer, il va falloir réfléchir en profondeur la façon même dont nous concevons et dont nous allons mettre en pratique nos politiques de formation. C'est ça le plus important. Parfait. Alors, les grands bouleversements des métiers de manière générale, et particulièrement dans l'IT, on l'a senti considérablement durant ces 2 années de crise sanitaire. Quels sont, et je demanderai vos expériences respectives, Lajmi Ben Ali et Jafar Louay, quels sont les changements majeurs que vous avez pu constater déjà à votre propre échelle, post-crise sanitaire? Bon, vous regardez à chaque fois. Vous allez finir par répondre. En fait, il y a de plus en plus, moi je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à réfléchir que l'IT devient indispensable. Le Covid, quand il est arrivé, je pense en mars ou en avril 2020, certaines catégories d'emplois ou de postes, ils ont été obligés d'être confinés à la maison. D'autres, non, on n'a pas pu, pour l'industrie, pour... tout ce qui est manufacturing, tout, on n'a pas pu. Mais les autres, quand il fallait être à la maison, il fallait travailler. Donc, il fallait être équipé. Après, ça s'est développé, le travail à distance, avec les outils et tout. Après, les entreprises, celles qui étaient déjà en amont équipées, nous, on avait déjà des entreprises qui étaient équipées. Donc, il suffit de mettre en place le VPN et tout. Et puis, le gars, il peut rester chez lui, il peut travailler. Il s'agit pas je ne parle pas d'une réunion. Hein. Une réunion, c'est facile avec un outil et tout. D'autres entreprises aujourd'hui commencent à y aller vers ça. C'est lent, mais ça viendra. D'autres entreprises qui avaient déjà ces outils-là, donc ils étaient avancés, leurs collaborateurs, ils ont pu travailler tout en étant à l'extérieur. Maintenant, ils sont partis chercher leurs clients tout en étant confinés. Ça veut dire d'ouvrir leur système pour leurs clients, éventuellement que ce soit des commandes, que ce soit d'autres interactions et tout. Donc il y a une évolution qui est faite. Ceux qui sont déjà préparés, donc ils ont passé la vague normalement. Notamment, je vois dans le secteur de la pharmacie, par exemple,
l'industrie pharmaceutique ou de l'agroalimentaire, certaines entreprises qu'on accompagne, le passage, voire le changement a été rapide parce qu'ils étaient déjà prêts. D'autres non, d'autres, donc c'est maintenant qu'ils prennent le train pour... Vous allez me répondre cette fois, Oui, tout à fait. Rassurez-moi. Non, mais je vais dire à peu près ce qu'a dit Hachmi, mais moi, en tant qu'observateur, 2 axes principaux. L'un sur les métiers de l'entreprise, donc des logiciels pour mieux travailler, pour être plus performant et tout. Et aussi, il y a la relation au travail, ou la relation au travail qui a complètement changé. On travaille plus pareil, ni des mêmes lieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le télétravail... La relation entre employés, vous voulez dire, entre collaborateurs. Entre employeurs et employés. Exact. Exactement. Aujourd'hui, la présence physique, elle n'est pas importante, donc il faut s'équiper pour. Pareil, sur les systèmes, auparavant, ils étaient dans l'entreprise. Maintenant, ils sont dans le cloud parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'on va travailler demain. Donc, ça a accéléré la législation sur ces 2 aspects-là, donc, et c'est tant mieux. D'accord. Rapidement, je pense que là, à notre échelle, le grand bouleversement observé, c'est le recours au télétravail. Le télétravail était réservé avant le Covid aux happy few, c'est-à-dire aux entreprises qui avaient déjà une réflexion sur la nécessité d'introduire l'informatique et le numérique. On a vu que cette façon de faire s'est généralisée très très vite. C'est vrai que le processus a commencé un petit peu laborieusement, mais qu'on se rappelle un petit peu les débats qui ont eu lieu au niveau des corporations d'entreprise, au niveau des syndicats d'entreprise ou des think tanks comme CARE et d'autres, très vite, le télétravail est devenu quelque chose qui fait partie du quotidien. À cela, il faut ajouter, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui est corrélé à l'accélération du télétravail, c'est la digitalisation de nos métiers. Bien sûr, nous n'avons pas été ou nous ne sommes pas au niveau observé ailleurs où on parle déjà de la technologie 4.0, y compris dans les usines, mais il y a quelque chose qui s'est passé de profondément impactant, et pas seulement en milieu de travail, mais également en ce qui concerne tous les aspects sociétaux de chez nous. Le smartphone qui était considéré par certains comme un outil comme ça pour de simple communication est devenu un bureau itinérant. C'est quelque chose de très important qui s'est passé. Donc, télétravail, dématérialisation du travail, digitalisation accélérée des métiers et des activités, notamment dans les services et dans l'administration. Et je pense que si les choses se passent très bien et qu'on arrive à avoir plutôt à assister à l'accélération de la politique qui est mise en place aujourd'hui pour accélérer justement cette digitalisation, on peut en parler après. Je pense que à terme, on verra ce type de pratique et ce bouleversement, y compris dans les usines où on pratique la manufacture, c'est-à-dire les usines. Parfait. Alors, on remarque pour l'Algérie, en tous les cas, un véritable boom pour certains métiers dans les services, notamment grâce aux nouvelles technologies. Loïc Jafar, à travers Emploitique, vous avez déjà mené une enquête l'année dernière dans ce sens. Je crois savoir que même qu'il y a une autre enquête cette année. Qui est en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus amplement? C'est une enquête qui s'appelle Perspective de recrutement. Et donc, ce qu'on voit, c'est exactement, dans les 6 prochains mois, est-ce qu'il va y avoir plus de recrutement ou moins? Et la bonne nouvelle qu'on a vue maintenant, c'est que c'est vrai que les entreprises commencent à se rétablir des 2 ans de Covid. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc les entreprises se remettent à embaucher. Honnêtement, on est loin encore des besoins des demandeurs d'emploi. Donc, mais quand même, il faut noter cette tendance qui est plutôt positive. Il y a d'autres chiffres, quand les chiffres sortiront, on va préciser par secteur d'activité et par métier qui seront les plus dynamiques. D'accord. Juste, je voudrais revenir sur la remarque du télétravail que vous avez dit tout à l'heure. De Nordine, oui. Très intéressante parce que moi, je pense que c'est pour l'Algérie ça crée un potentiel en termes de création d'emplois énorme. Je m'explique. Aujourd'hui, nos bassins de l'emploi sont connus. Honnêtement, c'est les grandes villes. Et on n'en a pas beaucoup. Sauf que l'Algérie est grande. Et qu'aujourd'hui, dans les méthodes de travail d'avant, il fallait faire déplacer les populations. Aujourd'hui, on n'est pas obligé. Je pense que tu as ce cas dans ton entreprise. Moi, j'ai des entreprises. J'ai un développeur de Steve, l'autre qui travaille à Mnéa, l'autre... Et ils ne sont pas obligés de venir au bureau pour travailler. Exactement. Et donc, ça, je pense que c'est une tendance et c'est quelque chose qui sera très positif pour nous en tant que pays. Et
et que le fait que ça s'installe, donc on peut remercier le Covid. Hein. Exactement. Bien sûr, il a créé beaucoup de malheurs, mais ça nous a poussé un peu pour sortir de notre zone de confort. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'emploi est pas... D'ailleurs, tu disais, il est international, mais nous, il devient national. C'est-à-dire qu'on peut embaucher des personnes de n'importe où sans les faire déplacer. Ça a tout simplement démocratisé le fait de travailler de chez soi et de ne pas se déplacer physiquement au travail. Aujourd'hui, il y a tous les outils, en plus de quand on parle de télétravail, il y a des outils de suivi et d'optimisation donc à distance et tout. Donc c'est pour ça que ça, c'est possible. Sauf qu'à un certain moment, on a vécu cette histoire de télétravail et tout. Même les collaborateurs, ils sentent le besoin de revenir à l'entreprise pour créer le lien social, pour maintenir le lien social et tout. Donc, c'est un compromis qu'il faut trouver entre télétravail et travail. Alors, les premiers temps, c'était sympa de se retrouver à la maison. Oui, mais au bout d'un certain temps, le contact humain était... Le contact humain est indispensable à un certain moment, les gens. Donc, après, on crée des rotations. Je ne sais pas chez vous si c'est la même chose. On crée des rotations, une semaine sur 2, voire 3 jours par-ci, 2 jours par-là. Et en fonction de la flexibilité, l'essentiel qu'il y ait une productivité, une optimisation de... D'accord. C'est devenu un élément d'attractivité des entreprises. Avec les entreprises aujourd'hui, pas uniquement en Algérie, là au niveau mondial, quand elles présentent une offre d'emploi, quand elles veulent embaucher quelqu'un, elles disent aujourd'hui chez moi, je permets 50% de télétravail, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, et les talents d'aujourd'hui et de demain cherchent cette flexibilité. Oui, alors la flexibilité de travail, donc, elle est entrée grâce au Covid. Grâce au Covid, qui l'a complètement accéléré, et on ne reviendra pas, je pense, en arrière sur ça. Et la productivité peut être meilleure. Oui, tout à fait. Et oui. Quand on a 3 heures on l'a testé, exactement. On gagne le temps de transport. On évite les embouteillages. On évite des embouteillages. Et la personne, elle est chez elle, Pour une mère au foyer, par exemple, avec ses enfants, c'est beaucoup plus évident. Tout à fait. De gérer ça. Tout à fait. Non, même avec les parents, on a senti qu'il y a des parents, ils peuvent accompagner leurs enfants à l'école, et revenir, et puis travailler, aller les chercher manger avec eux à midi et tout. Donc ça crée quand même une certaine positivité chez les collaborateurs qui fait que la productivité, elle augmente. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, Hachmi Ben Ali, et je reviens sur cette question que j'avais promis de l'aborder, sur cette fameuse fuite des cerveaux, notamment de ces profils IT à l'étranger. Et aujourd'hui, vous insistez sur la formation. Vous dites que c'est la pierre angulaire, et c'est grâce à la formation, que ce soit à l'université ou en formation professionnelle, qui peut nous garantir une stabilité. En fait, j'avais parlé d'une stratégie globale. Aujourd'hui, moi, personnellement, mon entreprise, moi, en tant que patient, je suis actif dans des organisations patronales dans notre secteur. Je suis membre du CNPC, syndicat numérique affilié au CAPC, et je suis membre dans le board du GAN. Donc, on réfléchit à ces questions-là. Donc, emploi, numérique et formation, pour moi, c'est intimement lié. Donc, il y a des transformations des métiers. Certes, il y a les ingénieurs informaticiens qui arrivent, donc qui sont les premiers offrants, mais à un certain moment, j'ai dit tout à l'heure, quand la vague va arriver, ça ne va pas suffire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller importer d'Afrique, on va aller importer d'Inde, Et à un certain moment, il faudra peut-être faire de la formation professionnelle, en plus de la formation universitaire, qui doit être adaptée, parce qu'aujourd'hui, la formation universitaire, dans certains domaines, elle est généraliste pour un ingénieur informaticien généraliste. Et quand on regarde aujourd'hui dans le monde entier, notamment l'exemple de l'Inde, on vous justement, j'allais vous citer, c'est un vivier pour informaticien. Exactement. Dans l'Inde, on vous fournit un ingénieur qui a fait son parcours peut-être sur 4 ans généraliste, donc il a vu tout. Et sur la dernière année, il est sur une technologie, voire sur un bien produit précise. Bien précise. Il est prêt à l'emploi. C'est pas le cas. Mais il travaille depuis son pays. Il travaille depuis son pays, voilà. exactement. Depuis Bangalore. Voilà. Depuis Bangalore, par exemple. Voilà. Ça, c'est pas le cas encore chez nous. Peut-être les programmes de formation vont évoluer. Est-ce envisageable? Est-ce possible, pensable? Aujourd'hui, il y en a pas mal d'acteurs sur le marché, les grands constructeurs, les grands éditeurs, les grands donneurs d'ordre. Déjà l'école Santerre, on peut citer ce genre d'exemple. Non, je veux dire qu'il peut y avoir des stratégies de partenariat entre les différentes écoles et ces donneurs d'ordre mondiaux, on va dire. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Sur les derniers 6 mois de l'année d'une formation d'un ingénieur, ou une année qui travaille sur celui qui fait du réseau, par exemple, il peut prendre,
je sais pas, je ne cite pas les noms, hein. Il y a des technologies qui sont connues sur le marché, qui sont très demandées, qui sont très sécurisées, ainsi de suite. Ils travaillent sur ça, ils ont des certifications à la fin, ainsi de suite, donc ils sont prêts à l'emploi. Maintenant, ça, c'est la formation universitaire. Il y a la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez des gens qui sont formés, qui sont au chômage. Moi, j'ai vécu cette expérience la fin des années 90. En Europe. Parce qu'ils n'ont pas de formation professionnalisante, comme on dit. Exactement. Voilà. Après, la demande, elle est là. On ne peut pas recruter, on ne trouve pas sur le marché. On va y aller vers l'Inde, il y a des problèmes de langue, et ainsi de suite. Vers l'Algérie, à l'époque, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Problème de langue, non? Si? Non, c'est problème de langue pour l'Asie. Voilà. Oui, pour l'Asie, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les gens qui étaient au chômage chez eux, des étrangers ou des locaux, qui ont fait des doctorats en mécanique, quelqu'un qui a fait doctorat en chimie, quelqu'un qui a fait philosophie, quelqu'un qui a fait sociologie. Ils les ont, ils leur ont fait des programmes de formation de reconversion en informatique, mais ciblés sur des technologies X. C'est ça. Pour qu'ils soient efficaces, employables, opérationnels. Déjà, de par la formation, quand vous prenez un docteur ou un ingénieur dans n'importe quelle discipline, déjà, il est déjà formaté, il est déjà bien formé et tout. Donc, il lui manquait quelque chose qui... Et il y avait aussi certaines, comme les ERP par exemple, celui qui a fait un doctorat en mécanique, facilement il va y aller sur la partie GMAO par exemple, de la maintenance, mais sur l'outil lui-même qui est très demandé sur le marché. Donc il y a une partie, c'est de la formation initiale, donc l'enseignement supérieur. Il y a l'autre partie pour faire face à la vague quand elle va arriver, c'est de la formation professionnelle, pour compléter cette formation assez... Aujourd'hui, nous, par exemple, quand vous prenez des entreprises comme les nôtres, quand on reçoit un jeune informaticien, on le forme. Il est sur 6 mois, par exemple, il est là en train de découvrir une solution, il est là en train de tester, en train de découvrir, de s'auto-former, ainsi de suite, pour qu'il puisse être opérationnel et peut être à disposition d'une jeune entreprise ou dans un projet. D'accord. Cette configuration, vous pensez qu'elle est envisageable, faisable dans notre pays? Oui, je pense que c'est faisable. J'ajouterais juste le privé pourrait s'y mettre aussi, Ouais. pour participer à l'effort de formation. Et il y a une façon de former dans l'entreprise à travers le stage qui est à mon avis sous-exploitée en Algérie. Partout dans le monde, les ingénieurs ou les universitaires avec des diplômes liés à l'industrie ou au commerce, à la dernière année, vous avez au moins 6 mois de stage. Et souvent, c'est les 2-3 dernières années où il y a des stages. Ça veut dire quoi? C'est que les entreprises doivent être plus accueillantes. Ce n'est pas le cas chez nous. Pour ne pas mettre tout le tort sur les universités. Il faut pas se leurrer. Chez nous, il faut parfois une intervention pour qu'un étudiant puisse accéder à une entreprise. Il faut appeler un chat un chat. C'est pas normal. On devrait avoir un marché du stage comme on a un marché de l'emploi. Et c'est ce qui pourrait justement... régler une partie de ce problème. Parce que faire un stage de 6 mois, c'est justement se conforter à la réalité. C'est une immersion pour l'étudiant et c'est une opportunité pour l'entreprise pour détecter des talents. Peut-être le futur talent qui sera recruté même. Ça pourrait être une source vraiment de formation très rapide, mais qui est sous-exploitée malheureusement. C'est vrai ce que dit Louaï, c'est que nous on a exploré ça, c'est que moins de 6 mois, on peut pas accueillir un stagiaire moins de 6 mois qui puisse monter en compétences rapides. On n'en tire rien, si ce n'est pour... Ni lui, ni vous. Ni lui, ni nous. Peut-être un peu lui, parce que ça sera une petite expérience et tout, mais nous, en fait, il faut qu'il continue. Après, il faudra qu'il y ait peut-être un contrat de première embauche, ainsi de suite. Il y a des mécanismes peut-être qu'il faudra réfléchir dans ce sens. Le stage, première embauche, ainsi de suite. Si je prends des exemples qui sont en face de nous, je prends la France, qui prend des jeunes ingénieurs, qui les prennent chez nous ou ailleurs, avec ou sans expérience. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils ont un master en alternance. Quand ils ont un master en alternance, ils sont embauchés dans une entreprise, une semaine en formation et 3 semaines dans l'entreprise. Et ils sont bien rémunérés. Enfin, relativement, mais déjà... Relativement bien, par rapport à... ses études, c'est très bien. Voilà, pour un étudiant, c'est top. Et pour l'entreprise, c'est aussi top. L'exemple de la France ou de l'Allemagne, le salaire, on va dire la bourse qu'on donne à cet ingénieur, c'est autour de 1 500 €. L'entreprise, elle paye 20%. Le reste, c'est l'État. C'est l'État. Et nous, on ne peut pas faire face. Ça, c'est macro. Ça rentre dans la stratégie globale. Comment peut-on, chez nous,
des bac plus 5 qui arrivent sur le marché de l'emploi. Comment les 2 années, ou les bac plus 4, bac plus 7, les 2 années de première année, plutôt les 2 premières années de travail du monde professionnel, que ce soit en alternance, comment l'État peut prendre en charge cette partie-là. Et nous, on est là pour compléter, hein, parce qu'il faut aussi qu'on ait notre part de contribution. Mais sinon, on ne peut pas faire face. On a des concurrents qui sont plus grands que nous, qui sont plus attractifs que nous, qui sont... Voilà une configuration effectivement qui est inquiétante. Et je pense que c'est très difficile de faire face à ce genre de situation. Il n'y a pas photo. L'étudiant ne se pose pas 36 000 questions. Et donc, effectivement, on peut avoir une fuite de cerveau qu'on ne peut pas contrôler. Un commentaire ou... Non, j'en ai un, si tu me permets. Le débat sur la formation des compétences est à affiner aujourd'hui par rapport aux informations dont nous disposons. Tout à l'heure, tu as évoqué l'enquête qui a été faite par Emploitic de 2021. Moi, j'ai lu ce document et j'ai été frappé par la récurrence de la plainte des entreprises à ne pas trouver de compétences au moment même où elles recrutent. Ça, c'est un indicateur quand même qui est assez inquiétant, qui me permet de dire qu'on a beau présenter la formation aujourd'hui, notamment des informaticiens, à l'université comme quelque chose qui va de soi et que nous avons des gens très intéressants qui sortent des facultés chaque année. Je pense qu'il ne faut pas confondre avec les individualités, parce qu'il y en a qui sont intéressantes, et le collectif. Et le document qu'a produit Emploitic en 2021 le dit. Hein. Moi, j'ai été frappé par le fait que les réponses des entreprises, c'est que nous ne trouverons pas des compétences prêtes à l'emploi tout de suite. Ça, c'est une première information. La deuxième information, toujours par rapport à d'affiner le débat sur la formation, de regarder ce qui se fait au niveau des facultés et au niveau des structures qui sont nouvellement créées. Je pense par exemple, même si on s'éloigne un petit peu du débat, je pense par exemple à la création récente de l'École supérieure de l'intelligence artificielle à Sidi Abdallah. Il serait intéressant que les opérateurs, par exemple, et nous autres, hommes de médias et tous ceux qui s'intéressent à la problématique, de savoir quel type d'enseignement est dispensé et pour quels objectifs. Donc voilà, et c'est quelque chose qui doit être absolument... En fait, peut-être associer l'entreprise au programme. Très juste, il faut les articuler. Voilà. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai parlé d'affinement de ce Parce débat. Quand même, il y a les fondamentaux qu'il faut garder, mais après, il faut voir le marché, qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'on va lui offrir rapidement. Parce que après, c'est une perte de temps. C'est ça. Et l'entreprise elle-même, c'est vrai, il l'avait dit tout à l'heure, c'est une vocation, nous, de former. Mais ce n'est pas notre métier. C'est ça. C'est pas notre métier. Nous, on est là pour délivrer des projets, pour faire avancer les choses et tout. Mais on se retrouve aujourd'hui à former plus qu'il ne le faut. On est en train de supporter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Loaï, sur cette question d'employabilité que vient de mentionner Nordine Azouz. Non, je suis complètement d'accord. Il y a des initiatives qui sont bien, qui sont là, qui sont louables. Nous, on estime que, vu notre situation et l'urgence de la question d'employabilité, d'ailleurs, qu'elle soit dans les nouvelles technologies ou d'autres, il y a moyen de réfléchir à de nouvelles choses et d'affiner le débat. Je suis complètement d'accord. D'accord. Alors, je vous laisse terminer éventuellement, Hachmi Ben Ali, quelques recommandations qu'on pourrait éventuellement... bon, c'est difficile ce que je vais vous demander. Aujourd'hui, je veux voir de toutes les couleurs. Mais vraiment, en 2-3 mots... Pas un plaidoyer, vous n'avez pas... Non, c'est pas un plaidoyer. J'ai un poète palestinien comment il s'appelle Mahmoud Darwish. Il a une expression, mais je ne me souviens pas de Cher lui, je ne me souviens pas. Il te dit que la révolution, il faut la jeter... au peuple, et c'est lui qui va la prendre en charge. La révolution numérique, c'est la même chose. Il faut que les donneurs d'ordre, aujourd'hui le plus grand donneur d'ordre dans notre pays, c'est l'État. Donc il y a un travail sur la numérisation de l'administration qui doit être fait, il y a un travail sur les entreprises publiques, on est une économie à 80%, à 90% de public. Donc cette révolution-là, si les donneurs d'ordre la lancent sur le marché, nous on va l'adopter. On va leur dire, on va les rassurer qu'il y a des compétences, qu'on va avancer, qu'on va répondre à leurs exigences et ainsi de suite, et on va construire notre pays. Voilà. Parfait, très beau mot de fin. Merci beaucoup, Hachmi Ben Ali, directeur général de CM Consulting, Loaï Jafaf, directeur général et cofondateur d'Emploitic, et Nordine Azouz, directeur de rédaction de Reporter. Merci, messieurs, d'avoir animé ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, Saha Ramdankoum. Très bonne suite des programmes sur Al 24 News. À la semaine prochaine. Bonsoir.